Alors, nous vous accueillons pour la dernière partie de cette journée d'études pour modérer la dernière table ronde qui abordera les questions de souveraineté et de décarbonation. Joire de Joseph va animer, va modérer cette dernière partie. Alors, Joire aussi est un de nos élèves avec de multiples facettes, puisque après avoir été diplômé de Sciences Po, Joire est parti travailler dans les systèmes d'information et sa passion pour la voile l'a amené à croiser des gros navires et à partir de là il s'est dit pourquoi pas moi, et donc le voilà entre nos murs. Et c'est une véritable passion puisque, en plus de son cursus à l'ENSM, Joire est très engagé puisqu'il est également le trésorier du Student Club du Propeller Club du Havre. Voilà, donc je laisse la parole à Joire. Merci beaucoup. Merci. Alors, la question qui se pose à nous est celle du marin stratégique au centre du jeu, les défis de la souveraineté et de la décarbonation. Alors, je vous avoue, quand on m'a proposé ce sujet, en bon élève qui aime bien critiquer un petit peu son école, je me suis dit, ouais, bon, ils avaient deux sujets qu'ils ont voulu mettre ensemble, mais c'est un petit peu le mariage de la carpe et de la bête à longues oreilles. Et puis, en réfléchissant un petit peu, je pense qu'on peut se dire que souveraineté, décarbonation, peut-être que ça peut s'articuler, peut-être que la souveraineté peut gagner de la décarbonation, peut-être que à l'inverse, la décarbonation peut profiter des efforts souverains de pays européens et en particulier de la France. Pour aborder ces sujets, nous avons trois intervenants dont vous avez vu la liste. Nous avons Julia Tass. Julia Tass, bonjour. On va voir si ça marche. Bonjour. Ça marche très bien. Donc, Julia, vous travaillez à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, un célèbre think tank français, où vous êtes responsable du programme Climat, Énergie, Sécurité. Vous avez fait des travaux de recherche, vous dirigez avec François Gemène l'Observatoire Défense et Climat de l'IRIS. Vous avez travaillé au profit de la FAO, de l'Agence française de développement. Et vous êtes passé par une bonne école puisque vous êtes formé par l'Institut d'études politiques de Paris, où vous avez, je crois, un master en sciences environnementales et politique environnementale internationale. Nous avons ensuite Bastien Arcas. Bonjour Bastien. Bonjour, rebonjour. Voilà, vous avez aussi un micro qui fonctionne, c'est formidable. Donc Bastien est président de l'association Hydros. L'association Hydros, qui est l'association des anciens élèves de l'Hydro, de l'École nationale supérieure maritime. Vous êtes un acteur clé dans la défense des officiers de la marine marchande française. Vous êtes un ancien élève de l'Hydro, vous avez une solide expérience en navigation et en armement maritime. Et aujourd'hui, vous êtes directeur adjoint du Centre d'optimisation de la performance de la flotte chez GTT Assens Majorca. Voilà. Et enfin, pour finir, nous avons non pas Diana Meza, mais Guillaume Legrand. Bonjour Guillaume. Diana s'excuse, d'ailleurs, excusez-moi, je la remplace au pied levé, hein, mais merci Joire, c'est gentil de ta souplesse. Ah bah, je t'en prie. Donc Guillaume, tu es le président de TOAT que tu as cofondé avec Diana en 2011. Et avant ça, tu es diplômé d'une excellente école, puisque tu as fait Sciences Po à Lyon, et que tu as été aussi, je crois, un petit peu à Assas pour un master en relations internationales. Voilà. Donc, nous allons, sans plus attendre, attaquer nos questions. Donc, première question pour Julia, si vous voulez bien. Dans quelle mesure la coopération internationale est-elle cruciale pour aborder les défis climatiques dans le domaine maritime, notamment en ce qui concerne la sécurité et la souveraineté ? Merci pour cette question. Merci aussi d'avoir mentionné dans l'introduction que la décarbonation et la souveraineté, c'était le mariage de la carpe et
de la bête à longues oreilles. D'accord. Puisqu'en fait, mon métier, c'est d'analyser l'impact du changement climatique, à la fois en adaptation et dans l'atténuation, donc la décarbonation, sur la défense française. Donc, ça me touche un peu que vous dites que ce soit le mariage de la carpe et de la je sais pas quoi aux longues oreilles. Mais pour revenir à notre sujet, peut-être avec un premier angle, celui de l'adaptation. Il est très important pour toute la flotte française, que ce soit la flotte militaire comme la flotte marchande, d'intégrer le changement climatique et ses paramètres comme des enjeux de capacité d'action, de maintien en conditions opérationnelles, et donc de ne pas intégrer les impacts du changement climatique sur le milieu maritime et sur tout ce qui peut y naviguer, sur les quais, sur les ports. C'est prendre le risque de faire face à des moments de rupture avec des événements climatiques extrêmes qui auraient pu ne pas être prévus, ne pas être anticipés et auxquels on ne peut pas forcément faire face, des modifications des courants, des modifications de la thermocline, des modifications dits nouveaux des mers, des canicules marines. Et tout ça, en fait, on a les capacités de les anticiper. On a des modèles qui le font. Et donc, il suffit d'avoir des décisions, que ce soit économiques ou politiques, pour que finalement l'adaptation au changement climatique soit un angle clé de la capacité de la France et de la flotte française de continuer à opérer, quelles que soient les conditions et quel que soit ce qui nous attend. Pour faire face à cet horizon qui est le changement climatique, il y a également de nombreux programmes internationaux qui ont été mis en place pour coopérer autour de la baisse de nos émissions, c'est-à-dire l'atténuation. Et pourquoi, pour répondre à votre question, pourquoi est-ce que c'est nécessaire qu'il y ait une coopération autour des défis climatiques ? Parce qu'en fait, le changement climatique est un problème global, donc il y a très peu de moyens de s'y atteler si les acteurs ne bougent pas en même temps. C'est un peu comme la théorie des jeux, c'est-à-dire qu'aucun acteur n'a intérêt individuellement à bouger si les autres ne le font pas. Aucun acteur n'a intérêt à bouger sur le plan des émissions si les autres ne le font pas pour deux raisons. La première, c'est que c'est coûteux. C'est coûteux en matière de matériel, ça peut être coûteux humainement. Et puis, la deuxième, c'est qu'en fait, si personne ne se prépare, on va être face à un contexte qui sera de toute façon dégradé. Et donc, il faut envisager peut-être davantage de mettre des financements sur comment résister à un contexte plus abrasif, plus dur, avec des conditions de navigation plus compliquées, plutôt que de mettre de l'argent sur la décarbonation. Donc, si on n'a pas un contexte de dialogue international, on n'a pas d'avancer sur la baisse des émissions. Et tout à l'heure, François Lambert mentionnait la difficulté de se retrouver entre les différents cadres et les régulations autour de la baisse des émissions. Effectivement, en fait, ce qu'on observe en géopolitique, c'est que la dynamique autour de la compréhension du changement climatique, elle est passée. Tout le monde comprend que ça va être un enjeu, que c'est un enjeu. Et donc la question maintenant, c'est comment on s'y attelle, avec quels outils et quels secteurs sur quel secteur en fait on agit. Et le fait qu'il y ait un ordre un petit peu dispersé à l'heure actuelle sur les législations et sur le cadre législatif, sur le cadre normatif, c'est aussi un reflet de la manière dont la géopolitique s'organise. Et pour moi, peu à peu, on va arriver à un alignement un peu 40-40, donc ça risque d'être un peu douloureux pour les secteurs qui font face, mais on va arriver à un alignement parce qu'en fait, la dynamique, elle est lancée. On observe déjà les impacts du changement climatique. Plus on les observe, plus les acteurs qui y font face en premier, donc les pays les plus exposés au changement climatique, mais aussi les secteurs les plus exposés au changement climatique, plus ces acteurs-là font bouger les lignes. Le secteur de l'assurance fait beaucoup bouger les lignes aussi. Aujourd'hui, il y a une très forte poussée du secteur de l'assurance pour s'adapter au changement climatique, pour prendre en compte les impacts du changement climatique. Donc ce que je vois, c'est que ça se fait de manière un peu désorganisée et que les grandes arènes de coopération, que ce soit intergouvernementales ou entre le secteur privé et les instances étatiques, toutes les instances de dialogue, elles sont nécessaires pour essayer de faire face à cette action en parallèle de tous les acteurs pour essayer de créer des normes un peu plus standardisées
et d'avoir les mêmes impulsions au niveau global. Voilà pourquoi, pour répondre à votre question, la coopération internationale est cruciale. Avec l'angle de la souveraineté que vous apportez, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question de la place de la France, en fait, dans ce grand orchestre autour de la décarbonation et des normes environnementales. Est-ce que la France tient à ce que ces industries, son secteur privé, soit à la pointe de ce qui peut se faire pour apparaître comme un leader de l'action? Est-ce que ce leadership, il permet aussi d'avoir une avance en termes économiques, d'avoir une avance stratégique? Tout ça, ce sont des questions qui, pour moi, sont en cours de réflexion. Et en fait, tout est lié. En fait, décorréler décarbonation et souveraineté, pour moi, c'est une erreur, puisqu'on sait qu'on se dirige dans cette direction. Donc, au contraire, il faut se poser très tôt la question de l'atout stratégique que peut représenter la décarbonation pour agir le plus tôt possible. Et plus tôt on agit, moins ce sera coûteux. Voilà, merci beaucoup, Julia. Une question maintenant pour Bastien, puisque nous avons parlé des changements sur divers domaines, sur les assurances, sur les marins. Comment est-ce que le changement climatique peuvent-elles nous toucher ? Est-ce que les nouvelles menaces affectent la navigation, les infrastructures ? Comment est-ce que nous, officiers et futurs officiers, est-ce qu'on peut se préparer à naviguer dans des eaux qui sont de plus en plus chaudes et de moins en moins sûres ? Alors, il y a 2 questions dans celle-ci. Je vais m'attarder un tout petit peu déjà sur la première. Les impacts météorologiques sur la navigation, mais au-delà, surtout les impacts géopolitiques aujourd'hui sur la navigation. On a des routes maritimes qui changent, ne serait-ce que par les blocages qu'on a à Suez aujourd'hui. Routes maritimes qui changent, ça veut dire aussi des ports, des infrastructures qui sont peut-être moins visitées, moins financées. Le canal de Suez c'est revenu en chute libre. Mais on a aussi un impact climatique, c'est-à-dire que c'est pas pour rien aussi si les armateurs, si on a creusé un canal à Suez un jour, passer le cap de Bonne-Espérance en hiver, et en ce moment c'est un petit peu l'hiver là-bas, c'est compliqué. C'est compliqué, et on le voit en ce moment. On a 3 porte-conteneurs à l'espace de 2 semaines, je crois, qui ont perdu à peu près 50 conteneurs chacun à la mer à environ. On a un vraquier qui a chaviré, il n'y a pas longtemps. Donc les conséquences sont importantes. C'est pas anodin, parce que d'abord on rallonge la durée de traversée, on complexifie, les personnes à bord, les marins, c'est des êtres humains, c'est des personnes qui ressentent des choses. C'est compliqué de naviguer par là. Aujourd'hui, passer à Suez, c'est compliqué aussi. Si demain, comme la Marine nationale nous a dit, le détroit de Malacca venait à avoir des problèmes, je pense qu'on finirait par passer par Panama pour aller au Havre, ou par le nord. On va débattre des routes après. Mais voilà. Donc tout ça pour dire qu'on a un contexte qui est effectivement compliqué en termes de navigation. Comment on s'y adapte au niveau des officiers? Il y a quelque chose d'important. Quand je lis la question, comment est-ce qu'un officier s'adapte? En fait, les marins, ils font que ça, s'adapter. Depuis qu'on navigue, on s'adapte. Et même aujourd'hui, au jour le jour, un marin, à l'ENSM, on lui donne un socle de connaissances. On lui inculque ce qu'il doit savoir de son navire, de sa propulsion, de la fonctionnement de la machine, les règles de barre, qui sont quelque part les règles de vie en mer, etc. Mais en réalité, le marin, il doit s'adapter en permanence. Il doit s'adapter à un feu, il doit s'adapter à un événement médical à bord, il doit s'adapter à un aléa météo. Donc, j'ai pas plus d'inquiétude que ça sur la capacité du marin en fait à s'adapter au nouveau monde qui arrive. Par contre, il faut penser aussi que la vie de marin, l'attractivité du métier de marin, c'est une balance. C'est-à-dire que quand on choisit la carrière de marin, souvent on peut la choisir un peu par hasard ou par erreur pour certains, mais ceux qui choisissent de rester marin, généralement c'est par passion. Et cette passion, en face, sur la mission de balance, on va avoir les contraintes. Et ces contraintes, elles vont venir de plusieurs endroits. D'abord, le milieu familial. On va avoir des personnes qui vont essayer de convaincre le mari, la femme,
de revenir à terre. Pourquoi? Parce que c'est dur d'avoir la moitié de l'année son conjoint ou sa conjointe qui est en mer. Alors au début, ça débute par oui, je suis tout seul le soir, etc. Après, il y a un premier enfant. Ça débute par tu pètes pas, je me débrouille tout seul avec mon enfant, etc. Et ces contraintes, tant qu'elles ne sont pas plus fortes que la passion, l'officier continue de naviguer. Mais un jour, elles deviennent plus fortes et c'est là qu'on a des officiers navigants qui vont à terre. Alors ces contraintes, des fois aussi, elles peuvent rebaisser. Et j'espère un jour qu'on trouvera un moyen de réembarquer ceux qui souhaitent revenir à la mer, peut-être après une pause de 3, 4, 5, 6 ans, parce qu'on ne fait pas encore assez d'efforts pour aller chercher ces anciens navigants. Et pour en revenir au sujet aujourd'hui géopolitique et de sûreté, c'est une contrainte de plus. C'est-à-dire que le conjoint à la maison ou la conjointe, en plus de se dire « mon conjoint il n'est pas là », elle se pose ou il se pose la question « est-ce qu'il va revenir ?» Pourquoi? Parce que l'actualité, aujourd'hui, on voit à la télé des choses qui font peur. Le métier de marin, ça a toujours été dangereux, mais on n'entend pas parler. Les accidents, on n'entend pas parler plus que ça. Par contre, quand c'est des missiles qui tombent sur des navires, on en entend parler. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a, de la part des armements, il y a un effort à faire aussi dans l'accompagnement des familles de leurs officiers. Alors c'est compliqué à mettre en place, peut-être des petites cellules de soutien, de la conciergerie, des petites actions comme ça qui peuvent faire la différence sur le confort d'un marin à embarquer en sérénité. Donc ça ne répond pas trop à l'adaptation au changement climatique. Sur cette partie-là, j'ai envie de dire, il faudra qu'on revoie comment on saisit les conteneurs sur les porte-conteneurs. Il faudra peut-être qu'on améliore un peu le saisissage, qu'on renforce un peu dans les normes de construction, qu'on prévoit qu'il y aura peut-être des vagues un petit peu plus hautes, un petit peu plus fortes. Mais globalement, on saura s'adapter. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Alors j'ai retenu que vous nous parliez d'adaptation et moi s'il y a une adaptation à laquelle je pense par rapport au changement climatique, c'est l'adaptation de la propulsion et le passage d'une propulsion carbonée à une propulsion décarbonée. Et donc pour ça, nous avons les cargos à voile. Et Julia, vous parliez tout à l'heure d'avance stratégique. Et donc la question que je me pose, c'est est-ce que les cargos à voile, et notamment ceux que vous représentez, Guillaume, est-ce qu'ils peuvent contribuer à la souveraineté économique et énergétique des nations, en particulier de la France, dans un contexte où la décarbonation devient une priorité stratégique? Tout à fait, merci beaucoup, Jouard. Effectivement... C'était bon. Si c'était bon. Hein. On parle beaucoup de réchauffement climatique comme si c'était un phénomène complètement exogène au maritime. Il ne faut pas oublier qu'il y en a quand même une partie qui vient lui-même du réchauffement climatique. C'est ça qui nous a intéressé chez TAO de traiter. 4%, 3% environ des émissions mondiales, si on ne parle que du CO2, viennent effectivement du maritime. Alors, il est lui-même, alors certes c'est minoritaire, mais c'est quand même un vrai sujet pour le maritime, puisque on le sait, les déplacements sont absolument gigantesques, les océans sont immenses, et que remplacer le pétrole est finalement chez ce parent pauvre de la logistique qui est le maritime relativement à l'unité transportée, par rapport à la route, par rapport à l'avion, est quelque chose de tout à fait particulier. J'aimerais partager avec vous l'idée que les technologies que nous développons actuellement, donc on opère 2 navires actuellement depuis quelques jours, pour certains, l'autre depuis quelques semaines, de toute façon, qui s'appellent Anemos et Artemis, que nous avons donc développé et donc construit sur les chantiers Piriou. On peut parler de souveraineté, on peut parler de mutualisation des technologies, on peut parler des rapports qu'il y a entre les bateaux gris et nous. Que nous donc mettons en avant afin de premiumiser, comme on dit, de donner une valeur au transport sur des produits qui le cherchent pour des raisons de marketing, disons-le, mais effectivement, aujourd'hui, lundi était férié aux États-Unis, mardi à 3h du matin, Anemos a accosté, on l'a fait plutôt en 18 jours par rapport aux 13-14 qui seront l'objectif, on est sur un neuvage, on est sur le maiden voyage là, du navire, on a tout de même économisé de l'ordre de 150 à 200 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Alors souvent, il faut se poser la question, qui d'autre l'a fait? Et puis, c'est ça. C'est certes le colibri, mais il faut quand même commencer à traiter ça, mais je ne dis pas que dans le maritime, surtout
sur la route, surtout dans les airs, on en est encore plus loin finalement. Donc je pense que le maritime est au contraire un lieu éminemment d'innovation. On dit parfois les routes sont très larges, hein, les tunnels sont très hauts, et c'est aussi pour ça qu'on peut mettre des gréements. Je n'ai pas de solution à la voile, ni pour les voitures, ni pour autre chose. Et j'aimerais également partager avec vous donc, sur l'aspect stratégique, au-delà de ce que certains pourraient considérer comme infinitésimal, de ce que nous faisons, mais nous le faisons, le fait que ces technologies de cette première génération de navires que nous développons et d'autres technologies qui existent, d'ailleurs il y a à Hambourg actuellement, elles sont en pleine démonstration, hein, sont très intéressantes peut-être pour des raisons stratégiques, commandant, si je puis me permettre. Si un pétrolier ravitailleur avait à la fin de sa mission 100-200 tonnes de gasoil en plus, où est le problème ? Quelles sont les vitesses moyennes d'un pétrolier ? Je me suis dit 12 nœuds, ça va pas très vite, faut ça suit, voilà. Et je pense qu'en fait, la France, immense pays maritime par son territoire, je ne fais pas le laïus évidemment que vous connaissez tous et très bien, dont nous sommes évidemment les héritiers, dont on doit défendre à chacun des pouces et des milles carrés. C'est également le pays de l'armement numéro 2-3 au monde, hein, certains diraient, qui pour le premier a fait un choix fort de changement de propulsion et qui, on le voit bien, fait l'objet également de revirements, ou d'autres encore plus gros, à peu près pareil sur le podium en tout cas, qui avaient fait d'autres choix, sont dans cette nouvelle énergie qui va vers la décarbonation. Et c'est également, citons évidemment Grain de Sel, Zéphyr et Boré, Neoline, nos confrères, le pays qui, comme par hasard presque, hein, il n'y en a pas ailleurs, construit des grands voiliers. Donc je pense que c'est au contraire ce problème, ce défi évidemment, qui, si on le regarde de façon un petit peu fatale, le réchauffement climatique, alors oui, les eaux chauffage, etc. Là, c'est complètement angoissant en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire nous dans notre vie contre ça, quoi ? Bah, si, on peut faire déjà quelque chose, et puis surtout, c'est un levier de valeur. La souveraineté et la supériorité, la capacité d'agir en toute liberté, hein, y compris si on souhaite choisir librement de restreindre sa propre liberté. Hein, c'est ce qu'on disait dans les cours de relations internationales, n'est-ce pas ? Depuis Thucydide, depuis la première thalassocratie, qui était notamment les Grecs, on appelle nos navires Anémos et Artémis également sur ce fait-là, hein, et je pense que le réchauffement climatique et les technologies que nous développons pour ça ne sont qu'à leur balbutiement, on va dire, même si je suis très très fier de nos navires, qu'ils sont très beaux, il y a plein de choses qu'on est en train d'améliorer. La France est en fait dans une position, au bon endroit au bon moment, je pense, dans une position stratégique, dans un monde extrêmement complexe, qui est en pleine évolution, et elle pourra à mon avis tirer son épingle du jeu et jouer son rôle, pas parmi alors les États-Unis, les autres, enfin les très très gros, mais je pense que la France, au contraire, peut continuer de développer de l'emploi et développer de la formation. En dernier mot, en ces murs, évidemment, le métier de marin pour nous évolue. Je sais qu'il y a d'autres questions, je ne veux pas empiéter, mais je voulais un autre hommage, et notamment à la Marine nationale française. Je pense que nous allons évidemment travailler sur des sujets. Qu'est-ce que c'est que la colreg à la voile, qu'est-ce que c'est que ou la stab à la voile ? Bah, il y a quand même beaucoup. Il faut ouvrir le coffre et refaire des calculs, hein. Et c'est passionnant, c'est extrêmement intéressant. Et évidemment, c'est aussi un sujet à mettre en avant sur de la formation. On est en train évidemment de travailler dessus, pas à pas. À la main, Patrice Lourd, Alain Daoulas, hein, et autour de tout ce qui se fait au CDFMM, on sait que la voile également est très présente dans la Marine nationale. Et j'ai sur nos rôles d'équipage d'anciens, j'ai un lieutenant, Wilfried, qui est à New York actuellement, qui vient de la Marine nationale. Et je pense que UNSM, Enkhuizen, Zevar School, qui font des choses intéressantes, USMMA, qui s'intéresse à ce qu'on est en train de faire, évidemment à la HCDS, la Hohe Zevar School, on a des choses à faire, on est dans une position européenne stratégique, de petit, d'agilité, mais je pense qu'on peut justement considérer ça comme une grande opportunité, en tout cas une source de fierté de notre pavillon et de notre pays. Ben, merci beaucoup Guillaume. Alors, tu nous as parlé de navires à la voile. Je vais maintenant m'adresser à Julia, puisque il y a la voile, mais il n'y a peut-être pas que la voile. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de la marine marchande dans les prochaines décennies, à la lumière justement de ces impératifs et de souveraineté et de décarbonation ? J'ai combien de temps ?
5 minutes. Non, d'autant plus qu'en plus, je suis pas spécialiste de la marine marchande et de son évolution, puisque je travaille davantage sur les milieux maritimes en tant que tels. Mais par contre, ce qui est clair, c'est qu'une partie de mon métier, donc, c'est de donner des cours et de faire des conférences, notamment des conférences grand public sur le milieu maritime. Et déjà, ces dernières années, il y avait un intérêt du public de plus en plus important pour ces sujets. Avec la conférence sur les océans qui arrive en 2025 et l'année de la mer qui est en cours, qui vient d'être initiée, ça va également être le cas puisqu'il va y avoir une dynamique autour de ces sujets. Et donc, par cet intérêt des Français pour le milieu maritime, la marine marchande, elle va devenir de plus en plus visible. Le métier de marin, il va devenir de plus en plus visible. Et donc, tous les engagements, toutes les innovations et cette capacité d'entraînement de la marine marchande, pour moi, elle va être clé. Donc, ce que je pourrais dire en termes d'évolution sur la décarbonation, que ce soit les grands leaders français, comme toutes les initiatives, toutes les startups qui se lancent, c'est vraiment un facteur d'association avec, entre les Français et la mer, qui est très important et qui rend une image positive de toute l'industrie de la mer auprès des Français. Donc, pour moi, il y a une partie de l'évolution de la marine marchande que j'imagine comme finalement un des points focaux de ce que peut être l'innovation française dans les prochaines années, avec toute l'image positive que peut renvoyer le milieu maritime et la mer. Le fait que la marine marchande soit considérée comme un fleuron national, ça a aussi des impacts en termes de géopolitique qui ont été un peu mentionnés par Bastien. C'est-à-dire que, en parallèle de cet élan que moi je considère plutôt positif du grand public pour le milieu maritime et donc pour la marine marchande, il va y avoir un intérêt géopolitique autour des activités de la flotte de commerce qui peut devenir une cible, comme c'est le cas en mer Rouge. Donc la question qui va se poser, effectivement, c'est de savoir quel va être le nouvel équilibre pour une activité qui jusqu'à présent était peut-être un peu loin des yeux, loin du cœur pour une partie des Français, mais qui était peut-être pas aussi exposée qu'elle peut le devenir dans les années à venir, avec la possibilité qu'on retrouve en géopolitique la notion de guerre de course, qui est donc le fait qu'on attaque une marine civile pour porter atteinte à des intérêts stratégiques d'un certain pays. Et là, pour moi, il y a un vrai enjeu, c'est-à-dire il va y avoir une visibilisation de cette activité, une visibilisation positive grâce à la décarbonation et grâce à tous les efforts d'innovation, mais aussi une visibilisation en tant que levier de puissance et avec tout ce que ça comporte de dangers qui vont avec, de menaces et de potentielles finalement reconfiguration de ce que c'est d'être un marin aujourd'hui et de passer dans des points de passage stratégiques qui étaient déjà exposés avant, qui le seront encore plus dans les années à venir. Voilà, donc si je devais résumer, je dirais que pour moi, l'évolution de la marine marchande, elle va être très intéressante à suivre étant donné mon métier, et elle va être au cœur d'enjeux qui sont des enjeux qui vont être vraiment cristallisants pour la souveraineté française dans les décennies à venir. Merci beaucoup, Julia. Bastien, on a dit une évolution des enjeux, et oui, ils sont là. Et donc, pour vous, quels seraient les principaux défis auxquels nous, marins marchands, nous allons être confrontés dans la transition vers cette nouvelle économie décarbonée, cette flotte décarbonée? Ok. Alors déjà, juste avant de répondre à votre question, j'espère que malgré la nostalgie que Saint-Malo et Roscoff font pour l'époque des corsaires, on ne reviendra pas à l'époque des lettres de course. Pour revenir à la question, on a d'abord un constat à faire. Le milieu maritime, il est très spécifique. C'est le premier constat. Donc, la conséquence, c'est que les solutions techniques viendront forcément du terrain et de la pratique. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas attendre de personnes qui pensent qu'à bord on a des fenêtres et des couloirs de penser la marine de demain. Donc, on doit avoir une stratégie en France sur comment faire pour développer des solutions innovantes qui répondent aux vrais besoins qu'ont les marins à bord. Pour ce faire, il y a plusieurs possibilités. Je vais en parler d'une qui ne sera pas celle qui plaira le plus aux armateurs, mais qui
aura le mérite d'exister. Tout d'abord, il faut débuter par une formation d'ingénieur à l'école, qui est efficace et qui doit être pluridisciplinaire et qui doit donner le socle de base pour partir naviguer. Ensuite, il faut naviguer sur plusieurs compagnies, ou la même, mais il faut acquérir l'expertise de la navigation, savoir comment fonctionne un vraquier, c'est pas le plus dur, comment fonctionne un LNG carrière, comment fonctionne un câblier, les opérations à bord, etc. Donc il faut acquérir une expertise. Une expertise, ça ne s'acquiert pas en 6 mois, 1 an. Il faut 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Une fois acquis, il faut, pour les armateurs, avoir cette capacité à identifier les officiers qui ont un potentiel de curiosité et d'envie de créer des choses. Alors on en a certains qui ont eu cette envie dès la sortie de l'école, Simon Bernard, mais on en a d'autres, ça peut venir un peu plus tard. Donc quand dans un armement on identifie une personne qui a 5, 6, 7 ans d'expérience et qui commence à proposer des changements, à dire à l'armement, tiens, et si on faisait comme ça, et si on modifiait ça, et pourquoi on n'aurait pas ça à bord? Ben, cette personne-là, c'est le moment de la sortir de la navigation. C'est là où on a besoin d'une petite étape de formation, parce que cette personne, elle connaît le terrain, et il faut lui faire acquérir les compétences nécessaires pour savoir créer des systèmes. Et créer des systèmes, monter des projets, monter des entreprises, participer dans des grands groupes, dans des groupes de travail, ça, on peut essayer de l'apprendre sur le tas, mais ça demande plus d'énergie, plus de temps, plus de force. Donc, il serait intéressant d'avoir cette capacité pour ces personnes identifiées, d'avoir une petite formation, un petit cursus, je ne sais pas si c'est un master spécialisé, si c'est une année de formation, mais ces personnes-là, il faut leur inculquer comment on est un chef de projet, comment on crée des systèmes, comment on gère une entreprise, comment on monte une entreprise. Toutes ces notions-là, il faut la donner à des personnes qui ont cette expertise de la navigation et cette formation de base. Parce que c'est eux qui vont pouvoir après aller prendre une équipe d'informaticiens pour leur expliquer c'est quoi des nœuds, c'est quoi les courants, c'est quoi la météo. Moi, tous les jours, je discute avec des informaticiens pour essayer de leur expliquer comment on fait un modèle de navire, comment on fait un modèle météo, etc. Et le chemin est long parce que c'est pas un sujet terrien. Déjà, en informatique, ils ont du mal à développer des choses de la vie de tous les jours. Alors, développer quelque chose d'un milieu qui est si éloigné, c'est compliqué. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour décarboner ? Merci beaucoup. Guillaume, je vais rentrer dans la provoque, si tu me permets. Puisque, en changeant un petit peu de sujet, mais en restant dans le même, on t'a beaucoup entendu et lu ces dernières semaines, ces derniers mois, au sujet des aides financières, notamment des aides de l'Europe, puisqu'on est dans une journée sur l'Europe, qui ont été refusées à Tôtes. Alors, quelles seraient pour toi les incitations, les soutiens publics ou privés qui seraient nécessaires pour rendre les cargos à voile plus compétitifs sur le marché du transport maritime ? Merci beaucoup, Jouard. Oui, alors moi j'ai une pleine liberté de parole, alors en plus je l'utilise. Et donc, mais il n'y a pas du tout, de toute façon, on est dans un monde où évidemment la complexité est énorme et dans un monde qui prend 90% de la valeur mondiale. Donc il faut à chaque fois savoir ne pas oublier son échelle et de quoi on parle. Et, voilà. Et donc évidemment, encore une fois, l'humilité qu'on met en avant. Alors on a toujours tendance à taper sur l'Europe, hein, parce que déjà c'est compliqué. Alors ça, les choses, les assemblées s'appellent pas pareil, les lois s'appellent pas pareil. L'Europe, sur le sujet dont je vais parler, qui s'appelle le suramortissement vert, qui est un des leviers fondamentaux grâce auquel tous les armateurs véliques que je citais tout à l'heure, et nous y compris, ont pu effectivement financer. Enfin, c'est un des éléments, évidemment, qui permet de financer de l'ordre, alors en fonction justement du côté vélique des navires, de l'ordre entre 7 et 12%. Donc c'est quelque chose qui est complètement substantiel. En fait, c'est la différence entre réussir et pas réussir à le faire. Hein. C'est la différence entre la vie et la mort, quasiment. Et
et en l'occurrence, les points de vue que j'avais pu émettre via Tribune, parce qu'on est un pays, et heureusement, de liberté d'expression et démocratique, surtout actuellement, je crois qu'il faut savoir parler clairement, parce que c'est pas toujours facile, d'après ce que je comprends, la lecture de la vie politique française. Donc, il y a la taxe au tonnage. Alors ça, c'est fondamental. Je vais vous expliquer rapidement comment marche l'amortissement et le suramortissement en quelques phrases. La taxe au tonnage est fondamentale, il faut le réitérer, et surtout également à l'heure où les populismes ont tendance à vouloir la jeter aux chiens, elle est fondamentale dans ce que nous existons en tant que pays maritime. Grâce à la taxe au tonnage, en fait, grosso modo, les banques peuvent réduire leurs impôts sur les sociétés. Et c'est grâce à ça que des armateurs peuvent utiliser cette capacité à consolider qu'ont les banques et donc à amortir ce lieu fiscal qui est la taxe au tonnage via l'amortissement. Grâce, et je cite certains députés qui s'appellent Jimmy Pain, Liliana Tanguy chez nous à l'époque, à Douarnenez, Erwan Balanan à Concarneau, Sophie Panonac à Bordeaux évidemment, et puis j'oublie son nom, de Marseille, qui avait en fait évidemment posé le Saïd Hamada, qui avait posé le texte, effectivement, avait réussi à trouver un texte qui nous permettait, nous, d'avoir les surcoûts liés au gréement qui étaient suramortis. Hein. C'était encore plus assez intéressant parce qu'on avait un vrai levier, finalement, qui rendait le produit intéressant pour les banques, qui coûtait rien aux Français, y compris par rapport à tout le multiplicateur. Et je pourrais, si vous voulez bien, revenir très rapidement sur la grappe d'innovation que nous mettons dans grosso modo le grand ouest de la France, autour de notre gréement et autour des technologies que nous mettons en avant. Et donc nous, en l'occurrence, on a réussi à financer 8 navires sur un taux de suramortissement vert qui va bien, parce que en fait, on a signé le 28 décembre dernier, 2023. Qu'est-ce qui se passe depuis le 1er janvier 2024 ? On l'a requalifié sous forme d'aide d'État. Donc le traité d'aide d'État de l'Europe, est-ce que c'est la faute à l'Europe ? C'est juste une loi qui s'applique depuis toujours, on a toujours su qu'elle s'appliquait. C'est ça qui permet d'éviter des distorsions de marché. Parce que donc l'amortissement, et notamment cette voie française qui est le GNL, avait été très très loin pour financer effectivement l'armateur évoqué tout à l'heure, et d'ailleurs les Bretons ou Corses qui l'ont suivi dans cette voie-là. Et donc en fait, on a certes peut-être un strapontin dans ce véhicule législatif-là, mais on a aussi le backside entre guillemets qui ressort derrière, où là aujourd'hui techniquement c'est comme un appartement loi, comment on appelle ça, la loi à la loi Pinel, acheter un appartement sans loi Pinel, on peut le faire, mais c'est quand même donc en fait, et les banquiers, et le business model ne marche plus derrière. Donc on a financé 8 navires grâce au taux de suramortissement vert. Donc, et nous, on parle de souveraineté, quelle est notre liberté d'entrepreneur. J'oserais pas parler de souveraineté, qui est évidemment un sujet uniquement réservé à l'État, mais en tout cas, si on est entrepreneur, c'est qu'on veut être libre de faire ce qu'on veut, et donc on a de facto une espèce d'effet de bord comme ça qui fait que on peut plus tellement financer de navires aujourd'hui. Et c'est vrai pour nous, mais on en a déjà 8, donc c'est pas mal, on a du boulot. Mais c'est vrai pour tous ceux qu'on connaît, qu'on évoquait, y compris Vela et autres, que je n'avais pas évoqué tout à l'heure d'ailleurs, on est au moins 5. Et pour tous ceux qui pourraient s'imaginer, voilà. Donc voilà le contexte dans lequel on est. Et y a pas de, voilà, c'est un diagnostic qui est posé tout à fait clair, c'est un scandale. La filière vélique est dans un état de mort apparente aujourd'hui. Et d'ailleurs, le président d'Armateurs de France, dans ses vœux de l'année 2024, l'a mentionné dans son interview. Silence total. Donc nous, pas de silence, on le dit, dans des tribunes qui sont des bilans à des moments de vote où je pense que le maritime doit pouvoir également devenir un sujet. Donc voilà comment on pense tout à fait légitime de parler. Sur les autres, je ne vais pas trop vous embêter non plus, de même que tout à l'heure, une partie de la réponse que j'aurais pu apporter aurait été de parler de l'ETS, le Exchange Trading Scheme, donc les taxes entre guillemets qu'on va mettre sur les carburants à l'entrée, etc. Le réchauffement climatique dans un autre angle, c'est aussi une réglementation climatique où aujourd'hui il y a, si on applique effectivement l'ETS et le MRV, en tout cas l'effet du MRV aujourd'hui fait qu'en 2026-2027, des navires à démotorisation tels qu'on les entend ou de la flotte existante ne sont à ces sources Stevenson Wood, demandez-leur, à l'horizon 2026, 20 à 25% sont ce qu'on appelle des stranded assets, c'est-à-dire c'est des actifs complètement infinançables. La réglementation climatique dans le maritime fait que la plupart des actifs des armateurs non véliques, tous les armateurs, sont grosso modo plus finançables. Donc on est de toute façon, hormis le slow steaming aujourd'hui, confronté à un vrai mur. Alors soit on n'applique pas la loi, soit on slow steam. Alors on slow steam, on construit on ralentit, donc on construit plus de navires, on remet une pièce dans la machine, donc en fait ça n'a plus de sens non plus. De toute façon, on est sur une érosion globale des business plans et des profils de revenus des armateurs. Et donc c'est quelque
quelque chose qui, évidemment, c'est un gros souci qu'ont les armateurs, et c'est pour ça qu'on a une envie, j'appelle souvent ça une promesse messianique, de nouveaux carburants. On nous présente une décarbonation du maritime, et là encore, je défends mon steak, de dire que quand on parle de décarbonation du maritime, sauvegardons les mots. Les mots ont un sens. Donc si on décarbone vraiment. Quand on le fait pas, on le dit pas. Par contre, on aime bien nous dire très bientôt, demain matin, dormez tranquille, des carburants qui sont très abondants, qui seront très fiables, qui seront très peu chers, qui seront très décarbonés, arriveront massivement. Donc tout va bien. Alors on les appelle l'hydrogène, on les appelle le méthanol, on les appelle l'ammoniac. On oublie complètement les effets de bord, on oublie complètement l'effet de runaway, d'emballement climatique du méthane sur l'atmosphère. Vous le connaissez, je ne le cite pas. Et donc on est finalement face à ce gigantisme dont nous sommes responsables, de ces flux mondiaux, et face à une réglementation qui va s'imposer à tous les armateurs. Alors nous, on est très très différents, on est quand même en orbite, nous, dans le monde des armateurs, parce qu'on est évidemment... triple A, si j'ose dire, niveau climatique. Donc nous, on a même à l'effet un effet positif éventuellement sur l'ETS, quoique d'ailleurs l'ETS ne retienne que des navires de 5000 UMS. Donc bref, les petits n'auraient pas le droit. Donc voilà, je ne rentre pas dans les détails de notre petit lobby, de notre petite analyse du truc, mais en tout cas, on se retrouve face à une réglementation internationale globale qui fait que tous les armateurs, et on fréquente les mêmes avocats, les mêmes banques, etc. Donc tous les banquiers et tout le monde maritime, les assureurs crédits, se posent véritablement un souci sur la capacité à la flotte mondiale de continuer à se financer dans 2025-2026. Donc le réchauffement climatique, pour revenir un peu au thème globalement, est également cette prise de conscience réglementaire où on va avoir des contraintes très fortes qui vont s'imposer aux armateurs conventionnels, disons, ou fossiles, on peut les appeler, et qui finalement ne peuvent plus continuer à se développer. Ce qui, pour notre industrie, notre métier, qui est le maritime, est également une limitation de notre liberté d'armateur. Je ne parle pas de souveraineté qui est réservée à l'État, mais en tout cas de notre liberté d'agir. Parce qu'on a un lien, évidemment, je pense que vous l'avez fait largement durant ces journées, entre la marine d'État et la marine commerciale. Et donc ces défis-là, on les fait ensemble sur le sujet de la souveraineté. Donc pas de coup de gueule particulier dans les médias. On est heureux d'être dans cette République dont nous arborons le pavillon et dont on construit en France, chez Piriou. On transporte des produits français. On est sous pavillon RIF et on est très très fiers de ça. Et donc c'est aussi ce pays qui nous permet de continuer à nourrir le débat ou parfois conflicter ou parfois évidemment face à des enjeux qui sont énormes. Les gens voilà, des sujets qui sont complexes aussi, vraiment à analyser, à comprendre, etc., à suivre en permanence, donc pas toujours forcément la capacité de s'exprimer ou parfois s'autocensurer, etc. Donc c'est fondamental. Si on parle de décarbonation, moi la seule, si j'ose dire, les seules personnes auprès de qui je réponds, c'est les générations futures. Et mes clients qui veulent faire ça avec moi, et les marins qui veulent aller dans ce sens de cette mission et de cette passion. Je pense, juste dans ces locaux de l'ENSM où on sait qu'on a besoin de plus de marins, nous, 8 navires, c'est 8 fois 14 marins dont on a besoin de ces compétences ici. On sait qu'il y a aussi besoin de traiter ces sujets-là au niveau de la compétence technique qu'on peut mettre en place dans le VELIC. C'est ça qui est fondamental, et on sait que le François Lambert, ici présent, et donc le nouveau vendeur frais qu'il nous apporte dans cette institution de 1560 a pleinement pris conscience de ces enjeux-là, et en tout cas sur nos sujets de voile, on va le faire, et on sait que c'est aussi un levier d'attractivité. Merci, j'ai été long joueur, pardon. J'ai vu ton petit signe. Merci beaucoup, Guillaume. Oui, parce que justement le temps tourne. Est-ce que dans la salle, quelqu'un a des questions ? François. Juste une précision sur le débat ingénieur officier de la marine marchande. Je souscris à ce que tu dis. On met juste moins en avant la formation d'ingénieur parce que ça a été peu vendeur pendant un certain temps, et c'est pour rassurer les armateurs. En revanche, ce que tu évoques est absolument indispensable, et ça a une consonance particulière dans le renouveau du diplôme d'officier de la marine marchande polyvalent, qui a la qualité d'ingénieur, qui commence à Marseille à compter de la semaine prochaine. Et on a promu avec les enseignants qui ont souhaité se mettre dans cette vague l'acquisition de fondamentaux en début de cycle, qui est très importante pour pouvoir suivre précisément toutes les évolutions technologiques dont vous avez pu parler, ce qui n'empêche pas d'avoir un sens marin très développé et d'avoir une appétence technologique pour l'évolution de la voile elle-même, parce que il y a une
fondamentale. La voile n'est pas la même qu'avec les Phéniciens, donc c'est indispensable de pouvoir maîtriser ces fondamentaux. Donc je pense que le débat a été largement abordé dans le cadre du conseil d'administration au cours des 15 dernières années, qu'on a réussi avec le président, mais qu'il avait déjà réussi avant mon arrivée à dépasser assez largement, mais qu'aujourd'hui on est arrivé à un point d'équilibre où il y a bien des officiers de la marine marchande qu'on forme, qui ont une qualité d'ingénieur pour ce qui est du cycle polyvalent. On forme aussi à côté de ça des ingénieurs en génie maritime, et de toute façon toutes les formations, je parle aussi des OCQPI s'il y en a encore, doivent maîtriser les fondamentaux pour pouvoir venir à bord des navires français. Merci beaucoup. D'autres questions? C'est un bloc, comme la Révolution, n'est-ce pas? Merci, c'est encore moi. Est-ce que vous pourriez nous parler, au-delà de l'aspect communication, de la décision de CMA-CGM de ne pas passer par les routes nord? Ça, c'est une première. Est-ce que donc vous fabriquez des bateaux à voile, mais enfin à voile rigide, bon. Est-ce qu'elles peuvent rentrer dans la compensation carbone et à quel tarif pour que ça marche? Est-ce qu'on pourrait mettre ça sur les navires de guerre d'ailleurs pour économiser 20 à 30% d'énergie au niveau de la... C'est toujours intéressant au niveau des ravitaillements. Et par rapport aux voiles Michelin aussi c'est lancé dans la diversification à voile souple rétractable. Quels sont les avantages ou pas si j'avais à choisir à mettre ça sur un bateau? Merci. Je réponds pas sur CMA. De pas passer par le nord. Oui. Pour CMA, en fait, il passe par là, mais pas avec tous les navires. Donc, il y a effectivement certains navires de CMA-CGM, non pavillon français, qui passent encore par Suez. Ça dépend des périodes. L'avantage de la CMA-CGM est d'avoir un lien assez fort avec la marine nationale, qui sont capables de leur dire à quelle période ils passent. Ah oui, non, pardon. Excusez-moi, je pensais que vous parliez de Suez. Oui, ça c'est un engagement écologique fort de la part de M. Saadé, qui a dit il y a quelques années, CMA-CGM ne passera pas par le Nord, et qui a essayé, je ne sais pas où on en est, de mettre une convention entre tous les armateurs, les grands armateurs de porte-conteneurs, pour qu'aucun n'y aille. Parce que si un y va, les autres sont obligés d'y aller. Après, les sujets géopolitiques, le réchauffement climatique, etc., écologiquement parlant, j'espère qu'ils ne reviendront pas dessus. Mais si un jour on ne peut ni passer par Malacca, ni par Suez, et qu'on perd des conteneurs à chaque fois qu'on passe par le sud, enfin par Cap de Bonne-Espérance, il y aura un sujet. Peut-être un point aussi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'escales. C'est-à-dire pour l'instant, c'est pas intéressant de passer par le nord, sauf pour desservir Yamal et donc toute la zone de production russe de pétrole et de gaz. Mais sinon, de passer par la route du nord-est, donc pour rejoindre l'Asie-Pacifique, il y a beaucoup moins d'escales, de stops, de capacité de chargement, de déchargement que sur d'autres routes maritimes. Donc en fait, c'est un engagement qui permet de se positionner déjà aux yeux du monde entier comme une compagnie qui a des engagements environnementaux, sans que pour l'instant il y ait outre mesure de mise en danger d'un business model, puisque à moins qu'on y soit contraint, c'est moins attractif de passer par le nord que de passer par d'autres routes. C'est l'histoire de suie noire qui augmente l'albédo sur les glaces. Oui, je vais complémenter avec d'autres choses. Bon, on sait très bien naviguer dans les eaux des pôles. La preuve, c'est qu'il y a une expertise à l'ENSM avec M. Baudu là-dessus. Ça m'amène à penser au sujet des satellites, des latitudes, etc. Et surtout d'amener aussi un petit peu le sujet. Aujourd'hui, il y a un petit frère de la marine marchande qui est absent de cette convention, dont on oublie toujours l'importance, et je pense qu'ils auraient leur place à être plus souvent avec nous, c'est le spatial. Le spatial, je l'ai rencontré en octobre dernier,
Il tenait une séance à l'ESA avec l'inauguration de leurs nouveaux locaux. Et il me disait, on sait faire plein de choses, mais on ne sait pas à qui le vendre parce qu'il n'y a personne qui nous dit ce qu'ils veulent. À part un petit peu la Marine nationale qui sait très bien ce qu'ils veulent. Mais il y a, voilà, en tout cas, il y a un sujet entre la marine marchande et le spatial. En ce moment, on est en train de laisser une entreprise américaine toute seule dominer le spatial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les navires sont en train de basculer sur Starlink. Les Américains vont avoir tous les navires de la flotte mondiale sous leur coupe en termes de data, et qui n'est pas réglementaire. Et en plus, la manière, les traités internationaux en termes de satellites basse orbite font que premier arrivé, premier servi. Si on n'arrive pas, on ne sera pas servi. Donc c'est tout un autre débat, mais ça vaut le coup de casser quelques intermédiaires qui sont les sociétés de météo, qui sont le CHOM, etc., pour que la marine marchande parle directement à des compagnies comme Deutsche Telekom, à l'ESA, etc. Un point avant qu'on parle de Vélic, pour rebondir sur les Américains, c'est même pas les Américains, c'est un acteur privé. Oui. Donc c'est d'un point de vue de relations internationales, c'est encore moins prévisible. Oui, alors très bien, sur le gréement. Je me permets de répondre, pardon, parce qu'il y avait une double question. Donc nous construisons, nous actuellement, donc on a 2 navires en opération, un Nemos Artemis, qui sont des navires à propulsion principale Vélic, donc ce sont des voiles souples. On a un J0 qui fait 690 mètres carrés. On a en tout, si on établissait tout le gréement, 2750 mètres carrés. Et on est souvent à entre 1700 et 2200 mètres carrés de toile, où donc tout est intégralement mécanisé. Et donc on n'intervient pas du tout sur le gréement et donc c'est par rapport à l'idée du gréement souple et du gréement rigide, une question intéressante. Donc nous, le constat qu'on fait, enfin j'allais dire notre mission, on est une société à mission d'ailleurs, c'est que le vent au large est abondant, qu'il est devenu prédictible, alors grâce au spatial très largement aussi, et ça, la révolution elle a 15 ans grosso modo de ces prédictions, de ce routage et de ces communications qui ont complètement changé, et que on arrive donc à ces vitesses qui sont nous moyennes de 10 nœuds et demi. On a des alors on vient juste de parcourir notre première transat, hein. Donc on est également en plein de neuvage, on est en train de découvrir pas mal de choses. On sait qu'on pourra tenir des 24 heures à 300 000 et un peu au-delà, hein. Donc ça va faire de bonnes vitesses grâce à un choix de ratio de gréement extrêmement puissant et également des lignes d'écoulement extrêmement fines. On peut atteindre une décarbonation que nous on vend à nos clients, hein, qui est donc de pouvoir atteindre plus de 90% de la distance uniquement à la force du gréement grâce à des voiles souples, parce qu'il faut naviguer au portant. Le prêt, pour ceux qui en font, voilà, hein, c'est comme on dit vulgairement, 2 fois la distance et 3 fois les emmerdes, etc. Et de toute façon, ça fonctionne pas. A fortiori, on a des navires avec très gros déplacements, hein. Les ailes, entre guillemets, marchent bien sur les avions et on sait qu'elles décrochent quand on va pas assez vite, et que c'est vrai que parfois il faut pouvoir avoir des vitesses, donc machines suffisamment importantes pour que l'écoulement soit justement suffisamment laminaire pour être copré. Les ailes ne marchent pas du tout au portant. Donc nous on fait le choix de pouvoir être justement sur un gréement qui peut permettre de naviguer principalement au portant, et la R&D qu'on est en train de mener dans le cadre d'un Corimer là va aller sur des choses qui sont beaucoup plus innovantes également dans le carbone, rigide, mais qui peuvent aller au portant avec des systèmes d'ouverture de gréement. Michelin va dans cette voie-là, donc citons d'ailleurs également, hein, on citait les armateurs français, mais citons l'écosystème incroyable français, CWS, Aero, citons les Beyond the Sea, Airseas, citons en fait tous ces... J'en oublie, et je suis désolé de les oublier ici, tous ceux qui sont des équipementiers qui utilisent le vent également, donc sous l'association Winship, qui nous regroupe tous d'ailleurs, on salue Lise si elle nous entend, et c'est quelque chose qui, on le voit, est un véritable bouillon culturel d'innovation à la croisée de tous les... On prend tous beaucoup de risques, on a tous, on va dire, nos visions techniques, commerciales de la chose. Et donc sur l'aile Michelin, je ne la connais pas plus que ça, elle est très intéressante certainement, elle se développe, elle s'appelle Wizamo, tout à fait bien sûr.
Et c'était à peu près. Alors, si, c'est très intéressant parce que donc, je voulais évoquer ce terme de méritorialisation qui n'a rien à voir avec le mérite, en tout cas, aussi, pour certains, le mérite maritime, certainement, mais en tout cas, sur le fait d'avoir une extension juridique du territoire dans la mer, en fait. Hein. Si nous étions sur des crédits carbone, en fait, il est écrit, hein, grosso modo, qu'ils appartiennent au territoire. Je salue depuis 2019 le fait que nous, on ait pu également financer au moins nos 2 premiers navires, parce qu'on est également dans le flou de ces quelques dernières années au niveau du ministère de la Mer sur ces sujets qui ne nous répond absolument pas, mais le ministre d'État François de Rugy, grâce à Jimmy Pain, nous avait permis d'étendre ce qu'on appelle sinon en France, dans notre territoire français, donc pas le méritoire, les C2E. Les C2E, c'est l'isolation à 1 euro. C'est en fait, on paye l'isolation grâce à des certificats d'économie d'énergie avec un système d'obligataires qui sont véritablement un marché. Grâce à François de Rugy, c'était pareil, c'était de l'ordre de 5%, on va dire, du navire. Et donc tout s'ajoute, sans ça on n'aurait pas pu le faire. On a certaines routes, et encore parlons de souveraineté française, qui sont les routes maritimes directes, entre, on disait métropole à l'époque, on dit hexagone maintenant, et tous les DOM. Quand on est en route maritime directe, on a une éligibilité C2E, alors qu'évidemment au milieu, il y a 4000 milles qui sont les eaux internationales. Et donc c'est intéressant de voir comment la France, dans ce dispositif, en l'occurrence, j'allais dire épistolaire, parce que c'est une lettre actuellement, on aimerait beaucoup que ça devienne effectivement décret ou législatif en tout cas, fait exister dans le droit son espace maritime entre, en tout cas, ces DOM dans les routes directes. La notion de route directe sans escale est pas très maritime. On aime bien, nous, les ports d'abri, on aime bien pouvoir faire des escales, on aime bien un peu la souplesse également maritime. Et ce qu'on est en train d'essayer de plaider, c'est que peut-être d'un peu élargir ce dispositif qui, de toute façon, n'est absolument pas une subvention, ne coûte rien au Trésor. En les temps actuels, c'est aussi important. Et ce qui fait donc exister l'espace maritime français comme une extension, dans une sorte de fiction juridique de son territoire. Et ça, c'est grâce à la France. Et uniquement, on est complètement les seuls à faire ça, et c'est pas non plus un sport de masse, hein, comme on dit, ce sujet des C2E maritimes. Ce qui est très intéressant, c'est que la France crée un précédent en faisant exister une valeur. C'est pas beaucoup, hein, mais c'est quand même important. Nous, on est engagés, c'est un groupe qui s'appelle Certinergie et Solutions, et avec Catherine McGregor, hein, c'est le groupe NJ, ils nous rachètent nos C2E futurs maritimes, et c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant quand on voit qu'on arrive justement à valoriser des choses, parce qu'il faut que tout s'ajoute pour qu'on puisse effectivement valoriser ça. Si on arrive à projeter, comme souvent la France aime bien se projeter au niveau européen, hein, une Europe à l'image française, ce système des C2E sur lesquels on a des calculs, on a des grilles, on sait comment vont les choses dans l'ETS, ce serait extrêmement intéressant, pour revenir à notre sujet de l'Europe, qu'effectivement ce qu'on appelle des crédits carbone, non, des C2E, oui, qui peuvent devenir des crédits carbone. Pardon. J'espère que c'était pas trop complexe. Et sur les bateaux Ah oui, alors... Sauf faute de respect, commandant, les militaires ils veulent gagner la guerre, ils ne sont pas là pour les ours blancs et le climat. À un moment, ils se préparent à faire la guerre et c'est ça qui compte. Il faut gagner, il faut avoir l'avantage stratégique, c'est évident. Dire à des militaires on va vous amener des gréements pour décarboner votre flotte, bon on peut être sympa, hein, mais à un moment il y aurait des écrans, des machins, des radars, non on veut pas. Dire à des militaires nos gréements tellement pertinents, tellement efficients vont vous donner un avantage stratégique parce que vous aurez par exemple des capacités d'intervention plus lointaines, ça peut vous donner les 5-10% qui font qu'on va les battre en fait. Et je pense qu'on est capable de développer au nom de la décarbonation des systèmes véliques, des gréements qui font qu'on gagnera peut-être alors après des conflits, des batailles, voilà, ou en tout cas des zones de pression, parce que peut-être ce pétrolier à l'intérieur, je pense qu'il y a d'autres sujets, j'évoquais ça, j'ai pensé à pas mal de sujets, on pourra en parler si vous voulez, où du vélique pourrait intervenir au sein de la marine française et lui donner un avantage stratégique, même si aujourd'hui on est évidemment dans un truc complètement embryonnaire par rapport à ce qu'on pourrait faire, et puis même c'est des culs, on se parle pas trop, il n'y a pas trop voilà, on n'en est pas encore là. Non, puis c'est un gros sujet, la construction de l'industriel français sur la marine nationale. Enfin. Voilà. Le carbone, oui, il ne faut pas dire non plus que le militaire ne veut pas du tout s'en foutre des ours blancs, c'est pas vrai. Il est au contraire hypersensible, il sait très bien, grosso modo, notre planète serait invivable dans un siècle ou deux. Donc c'est quand même, effectivement, gagner la guerre quand on ne peut plus vivre, quel intérêt. Donc il est évidemment là, ensemble, dans cette analyse géopolitique, quel climat qui nous impose ce décomposer. Ah mais tout à fait. Ah bah surtout avec notre pays, qui est la France, qui a fait le Concorde, qui est capable, quand on s'y met, de faire des choses extraordinaires. Alors, merci à tous les intervenants de cette journée.
Je vais laisser maintenant la parole à Nathalie Mercier-Perrin pour clôturer cette journée riche en débats. Alors Nathalie Mercier-Perrin est aujourd'hui et depuis le 1er janvier 2024 la présidente du cluster maritime français. Donc pour ceux qui ont suivi, elle a pris le relais de Frédéric qui a ouvert la journée. Mais Nathalie a une carrière dans le maritime. Elle a travaillé chez Naval Group pendant 23 ans. Elle est engagée dans de nombreuses structures maritimes, voilà, notamment la coalition de la transition éco-énergétique maritime, anciennement T2M et aujourd'hui MIT 2050. En 2019, Nathalie a reçu l'ordre du mérite maritime pour son engagement exemplaire et elle s'est vue remettre en juin dernier par le chef d'état-major de la Marine nationale, Nicolas Vaujour, la distinction honorifique du grade de quartier-maître à l'hôtel de la Marine. Par cette distinction, la Marine nationale... Par cette distinction, la Marine nationale exprime le sentiment d'estime et d'amitié porté envers ceux qui, bien que non marins, lui ont témoigné une attention particulière dans leurs engagements. C'est à toi. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vais clôturer cette journée. J'ai l'immense privilège de clôturer cette journée. Et en fait, je vais rebondir sur la dernière phrase. En fait, je vais commencer comme ça. Et effectivement, j'étais très, très touchée d'être distinguée il y a quelques semaines par l'amiral Vaujour. Et je vais commencer mon préambule comme ça. Alors, l'Europe est-elle maritime ? J'ai plutôt envie de nous dire, mais pourquoi on s'intéresse au maritime et pourquoi le maritime est aussi prégnant dans nos vies ? Eh bien, parce que la mer nourrit, nous donne des médicaments, produit de l'énergie, connecte nos économies. Et en fait, dans les océans et sur la mer, il y a beaucoup d'activités. Et on est dans le cœur de la souveraineté et on est dans le cœur de la géopolitique. Alors en fait, je le rappelle, et vous l'avez tous très bien dit, 90% de ce qu'on consomme au niveau mondial passe par la mer. Donc ça veut dire que, messieurs les jeunes, merci de vous embarquer dans les carrières du maritime parce que vous faites partie des professions souveraines. Que ça soit la marine marchande ou la marine militaire, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous tous les jours, nos smartphones, nos tablettes, nos voitures, nos composants, nos paquets de riz, bref, vous les transportez. Et vous les transportez, ça a été dit à plusieurs reprises aujourd'hui, mais la Marine nationale vient vous aider aussi dans ce transport qui est un peu particulier actuellement et dont les Français, depuis, on va dire, le mois de décembre, réalisent la phrase suivante, y a-t-il encore des océans pacifiques ? La réponse, on l'a un peu abordée. Non, le monde maritime aujourd'hui, les mers sont complexes. On est au cœur de la géopolitique tous les jours. Et donc, c'est extrêmement important de rendre hommage aux gens de mer, à la Marine nationale. Et on a adressé tout à l'heure, la question du MICA, on l'a un petit peu survolé. La France, l'Europe sont au cœur effectivement de leur souveraineté en fait. Donc au-delà du transport maritime, je vais continuer. Dans les mers, on a une deuxième pour moi un deuxième cordon ombilical très très important. Le premier étant le transport maritime et le deuxième étant, on l'a aussi adressé, c'est les grands câbles sous-marins. Depuis à peu près une quarantaine d'années, donc le transport maritime c'est depuis les années 70 qu'on a complètement fait exploser les compteurs si j'ose dire, mais les câbles sous-marins c'est à peu près depuis une petite quarantaine d'années. Et là, c'est hautement stratégique aussi. Et merci à la marine marchande qui vient poser ces grands câbles de communication. C'est 98% de nos connexions, de nos vies qui passent aussi par ces câbles. Donc, oui, les océans sont absolument souverains. Si on continue, et je m'arrêterai là parce que je ne vais pas vous faire un panorama de l'économie bleue, parce que ça serait effectivement long, mais je vais vous parler d'une troisième famille, parce qu'on l'a un petit peu adressé aussi, c'est les énergies
marines. Donc les énergies marines, pour produire des énergies marines, il faut effectivement de l'éolien. Enfin, on a beaucoup parlé d'éolien ou de vélique. Donc on revient sur évidemment des professions qui vous touchent, mais vous êtes au cœur de la souveraineté, puisque vous savez qu'on va décarboner, qu'on doit décarboner, qu'il y a des enjeux colossaux, et que derrière ça se passe aussi en mer, avec ces champs d'éolien qui vont créer aussi des nouveaux métiers, connus, moins connus, autour de la sécurité, autour de l'intelligence artificielle, autour des connexions mer-satellite, comme on l'a dit. Donc, vous êtes au cœur des souverainetés. Et donc, la France et l'Europe sont au cœur, effectivement, de leurs économies. Alors, j'ai entendu, et je suis complètement, évidemment, en phase avec ça, la France ne peut pas travailler seule. Aujourd'hui, juste en France, l'économie maritime, dont la partie qui vous intéresse, le trafic maritime, mais sur l'ensemble des activités de l'économie maritime, donc en intégrant la pêche, le nautisme, les grands fonds, la cybersécurité maritime et j'en passe, et les ports surtout, c'est à peu près 450 000 emplois et c'est 97 milliards de valeur de production en 2022. En 2030, il y a des places et des métiers à prendre, connus et moins connus, puisqu'on va arriver à 1 million d'emplois et on sera à 150 milliards d'euros. Ça veut dire que le transport maritime, l'économie maritime est loin, très très loin de s'arrêter. Donc, effectivement, nous devons nous organiser au niveau français et européen pour gagner des parts de marché, pour continuer à être souverain sur nos espaces maritimes. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Hein. Je rappelle que la France apporte la deuxième par sa surface maritime au monde, puisque nous avons la deuxième. C'est ce qu'on apporte naturellement à l'Europe. Donc il va falloir maintenant discuter avec l'Europe et assumer que nous apportons cette deuxième place, et je l'ai entendu tout à l'heure, il est temps de faire une feuille de route peut-être mieux organisée, avec les outils qui existent. Le député Schoenvar en a parlé tout à l'heure, on ne va pas refaire, on ne va pas repartir d'une page blanche, mais ce sont des organisations, probablement comme la mienne et d'autres, qui vont devoir commencer à négocier et à faire assumer à l'Europe, effectivement, un certain nombre de prérequis. Voilà, donc on a une marge de progression en termes d'organisation au niveau européen. J'en ai profité, vous verrez dans la presse, on a lancé un communiqué de presse pour effectivement demander au Premier ministre Barnier d'abord un ministre de plein exercice sur le maritime et sur la mer, hein, en tout cas sur la partie civile, parce que effectivement la France, qui fait partie de l'Europe, est évidemment au cœur de sa souveraineté au travers du maritime et au travers de vos métiers. Je vais m'arrêter là, et donc je voudrais vraiment remercier d'abord l'ENSM, évidemment Frédéric et son président pour avoir organisé une journée comme ça, l'ensemble des parties prenantes, et puis surtout vous, les jeunes, parce qu'en fait, dites à vos cousins, cousines, à vos frères et sœurs, même dès le collège, intéresse-toi à l'économie maritime. Il y aura toujours un métier en mer ou à terre, avec ou sans diplôme, viens rejoindre l'équipe du maritime. Merci, et puis bon retour dans vos régions. Merci beaucoup.